Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct depuis les studios de Radio Grand Lac, toujours sur le 92.1 FM. Ravi de faire cette émission avec vous. On signe la première journée du printemps, pour ma part tant attendue. On sort de la grisaille, on avait aujourd'hui la chance d'avoir une belle journée ensoleillée qui lance cette saison appréciée sur notre belle ville d'Aix-les-Bains notamment. Donc voilà, un plaisir de vous retrouver dans ces conditions. Aujourd'hui, une émission Les Murmures du Lac Immobilier Histoire, où on va aborder un thème que tout le monde un petit peu connaît de près ou de loin. Il s'agit du monde de l'immobilier d'entreprise, l'immobilier professionnel. Et pour ce faire, j'ai le plaisir et la chance de recevoir notre spécialiste et agent au sein des agents du groupe RDIMO, Rachel Beaugendre. Merci Rachel de ta présence. Bonjour à tous et merci Romain de ton invitation. Avec plaisir, on a à cœur de présenter une émission qui va nous permettre de décrypter un petit peu ce monde immobilier. Alors c'est vrai, quand on parle d'immobilier, on a tendance à avoir à l'esprit villa, maison, appartement, terrain, bien évidemment dans un premier temps. Mais je dirais qu'il y a ce second marché colossal. C'est vraiment un pilier aussi de l'industrie. Et on a pour habitude de dire que il y a le résidentiel versus commercial. Et aujourd'hui, tu vas représenter donc ce monde. Voilà, ce monde que je connais depuis quelques années. Donc après un parcours classique, d'études, licence, langue, je suis partie dans des différents métier administratif, et puis j'ai intégré une enseigne de magasin fitness boutique, pour le citer, où j'ai pris rapidement le développement et j'ai ouvert donc une 60aine de magasins en France, en franchise et en succursale, donc qui m'a permis de découvrir toutes les côtés de l'immobilier professionnel, que ce soit la négociation des baux, rechercher un emplacement stratégique, vraiment trouver tout ce qu'il fallait pour l'immobilier commercial, et aussi le recrutement des franchisés. Ce qui fait que moi, j'ai vraiment appétence à accompagner des porteurs de projets ou même des entrepreneurs déjà existants dans leur poursuite, dans leur création d'entreprise, dans tout ce domaine d'activité et ce qui les amène à vouloir continuer et à s'étendre. Alors, ce que tu soulignes, c'est intéressant, c'est qu'on comprend rapidement que finalement, l'immobilier d'entreprise, c'est avant tout une histoire d'entreprise. C'est pas effectivement, tiens, je vais m'acheter une maison pour y habiter. Non, c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe. On va accompagner, comme tu le dis, quelqu'un qui va se lancer. Alors là, c'était une première expérience donc à travers une franchise. Alors une franchise, pour justement un petit peu nous décrypter ça, c'est finalement quelqu'un qui va acheter une marque et qui va, à travers cette marque, qui va faire fructifier entre guillemets son entreprise. Alors on en connaît tous, on peut en citer quelques-unes. Mais oui, aujourd'hui c'est même le 80% des réseaux sont en franchise. La plupart avaient commencé en succursale, parce qu'il faut quand même avoir un savoir-faire au départ pour le développer en franchise. Aujourd'hui, ce qui peut être Marie Blachère, ça peut être des agences Guilloquet ou d'autres confrères qu'on a dans l'immobilier. Ça peut être tout ce qui est tout ce qui va être prêt-à-porter. Aujourd'hui, les PIM qui les promotent se lancent aussi en franchise. Voilà. Les Leclerc, les Carrefour, les stations-service, il y a un peu tout, j'imagine. Voilà, il y a de la coopérative, la franchise. En fait, on met dans franchise tout ce type de société où des entrepreneurs indépendants vont se lancer avec un droit d'entrée, une redevance, mais c'est vraiment leur aussi côté humain qui lance. Tout le monde n'est pas à même de devenir entrepreneur ou franchisé. Les McDonald's aussi, ça me fait penser. Sur la région, on a nos partenaires, justement, on les salue. Donc cette franchise, finalement, ça te met un pied dans l'immobilier d'entreprise, mais d'une manière où effectivement c'est développer ce nombre de franchisés. Alors comment ça se passe au départ? Est-ce que justement c'est ça qui t'a permis de comprendre les premiers codes un petit peu des entreprises, de ces on va y venir, de ces questions d'emplacement, de bilan, est-ce que c'est rentable de me positionner là? Enfin, j'imagine. Clairement, quand on recherchait un emplacement stratégique pour ou nos succursales ou le futur franchisé, on avait un prévisionnel établi, on savait qu'il y avait tant de chiffre d'affaires selon la ville et qu'il fallait pas dépasser tel taux d'effort. C'était je te coupe, mais c'était juste c'était une chaîne de magasins d'articles de sport. Un magasin d'articles de sport, pas des salles de sport. Non, magasin d'articles de sport. Donc là, le passage est essentiel. Voilà, passage essentiel, trafic piéton, même si c'était quand même un magasin de destination, parce que tout le monde va pas acheter un vélo d'appartement ou un rameur. Oui, c'est vrai. On va pas aller dans la rue de Genève pour pas citer Aix-les-bains ou Place Carnot. On peut être un petit peu en 1 bis. Alors on parle comme ça en premium 1,
1 bis, 2, on peut être sur des emplacements qui sont pas forcément premium, mais il fallait quand même du flux et pas loin des salles de sport, même si l'entreprise existait bien avant l'avènement des salles de sport, ce qui était assez marrant. Et donc voilà, retrouver l'emplacement stratégique et négocier les baux pour rentrer dans nos prévisionnels, que les loyers ne dépassent pas un taux d'effort. On estimait dans le commerce de détail qu'il ne faut pas dépasser 10% du chiffre d'affaires en loyer pour être dans les clous. Et donc voilà, tout cela faisait partie donc dans la négociation, les franchises de loyer, les travaux, voilà, plein de choses à faire. Et puis de ne pas se faire avoir sur des surfaces, parce qu'en fait, des fois, on nous annonce 120 mètres carrés, puis il y a 60 mètres carrés de surface réelle. 30 ans mezzanine, 30 ans sous-sol, on n'est pas vraiment... voilà, il y a tous ces aspects-là qu'il faut quand même bien avoir en tête quand on recherche un local. Donc ça, c'était la première expérience pour des franchisés. Et puis, quelques années après, sauter, entre guillemets, dans le grand bain de l'immobilier professionnel avec une franchise nationale bien reconnue. Oui, alors, l'effet Covid, j'ai eu l'effet Covid, Okay. C'est-à-dire que dans cette franchise, j'ai dû négocier les loyers pendant que les magasins étaient fermés. Et puis j'ai découvert, j'ai appris à connaître mes propriétaires. On a échangé quand même énormément. Et puis je me suis dit que mes franchisés locataires étaient sympas, mais que les propriétaires pouvaient l'être aussi, et pas toujours comme on peut penser, qu'ils prennent les loyers. Non, tout le monde était bienveillant. On a vraiment vécu une période où on a réussi à avoir des belles remises ou des belles ristournes. Et je me suis dit que comme les deux côtés c'était sympa, je pourrais devenir agent IMO dans le professionnel. Et donc j'ai intégré Arthur Lloyd de Grenoble pendant 3 ans et demi. Qui est un national et quand même un acteur. Oui, reconnu dans le monde. Voilà, c'est dans les 3-4 gros acteurs nationaux à cette échelle-là. Puis après, il y a les agences du groupe RDIMO qui ont réussi à séduire Rachel pour développer son savoir-faire en Savoie, Haute-Savoie et en Isère. Alors, sur ces quelques années, comment dirais-je, tu retiens un petit peu de cette première expérience? Est-ce que par rapport aux franchises, il y avait pas mal de similitudes? Alors, tu parlais de porteurs de projets, ça j'imagine que oui. Alors, petite question sur les franchisés, est-ce que c'était principalement des premières expériences ou c'était quand même des gens qui avaient déjà fait de l'entrepreneuriat, peut-être dans d'autres secteurs, ou il y avait un peu de tout, j'imagine? On avait différentes typologies. On va dire que dans l'univers du sport, il y avait comme beaucoup d'entrepreneurs jeunes, on va dire jeunes entrepreneurs entre 25 et 35 ans où ils voulaient se lancer. Mais on pouvait avoir aussi des sparring partners, des investisseurs qui voulaient mettre des salariés, qui avaient besoin de développer multi-activités et qui avaient des fois déjà des salles de sport ou d'autres vraiment rien à voir, d'autres activités, de la boulangerie, de l'automobile et qui se lançaient dans un magasin en plus pour varier l'activité. Ce qui, je pense, était très formateur et très technique sur ces années de franchise, c'est quoi là? Ça t'a apporté tout le registre juridique, le cadre, les baux, etc., etc. Et finalement basculer sur, je dirais, du généraliste avec l'immobilier d'entreprise. Là, ça peut. Alors, j'imagine qu'il y avait souvent, on va développer un petit peu cette partie-là justement sur la typologie des produits qu'on a dans le professionnel, mais des gens qui partent à la retraite ou qui changent de vie, qui revendent leur resto, qui revendent leur activité, etc., etc. Donc, j'imagine beaucoup plus riche et varié au niveau du contexte humain et des cas de figure. Clairement, parce qu'en plus j'ai découvert un peu la vente de fonds de commerce. On l'avait fait un peu avec les succursales à l'époque, on revendait à des salariés, ça pouvait arriver. Ou là tu mettais en place plutôt des gens. Voilà, on mettait en place des gens. Là aujourd'hui, dans ce métier-là où j'ai élargi avec Arthur Lloyd, c'est la vente de fonds de commerce, la cession de droit au bail, même là tout ce qui est typologie locaux d'activité que je connaissais très peu, de l'entrepôt, de la logistique. Où là on est vraiment plutôt sur de l'entreprise déjà bien en place, où les gens veulent s'agrandir, où ils recherchent vraiment des locaux. Avec des spécificités techniques importantes, des portes sectionnelles, des ponts, des hauteurs sous plafond, voilà. Et donc tout ça, c'est vrai que ça m'a permis d'apprendre vraiment chaque typologie de locaux et chaque stratégie à avoir pour proposer le meilleur aux personnes en recherche, quoi. Donc finalement un parcours plutôt, je dirais, plein de sens et une évolution qui est relativement logique. Aujourd'hui, ton terrain de jeu, un peu plus, je dirais, les deux Savoie et Haute-Savoie. Donc, chers auditeurs de Radio Grand Lac, vous savez que si vous avez besoin, si vous êtes à la recherche de locaux ou souhaitez céder votre activité, il existe chez nous, mais bien sûr chez nos confrères, des cellules appropriées et véritablement dédiées à ça, à du professionnel. Nous, c'était notre souhait de se dire on vend pas une maison comme on vend un fonds de commerce. Et vraiment, on le sait et on le voit, on constate que c'est pas les mêmes questions, c'est pas du tout le même monde. Je serais incapable de vendre une maison. Ouais, clairement. Clairement. Et en plus, clairement, on se le dit. Moi, je serais pas capable de vendre une maison demain parce que pour moi, c'est pas la même typologie de client. Complètement. Voilà. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on sait quelque part un petit peu de manière intuitive, mais dans les faits, on peut se dire un agent immobilier, il gère un petit peu tout. En fait, finalement, non, pas tant.
on peut mettre les terrains aussi, par exemple les terrains, c'est les agents qui sont appétents sur du terrain, c'est des choses aussi qui sont un petit peu spécifiques. Alors, justement, on parlait un petit peu de typologie. Si on devrait dresser un petit peu un inventaire des produits qu'on peut retrouver, on a tous un petit peu en tête, voilà, ce droit au bail, ce fonds de commerce. Alors, quels sont un petit peu, si tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont les particularités de ces deux appellations et pourquoi c'est pas la même chose? Alors, dans les locaux, on retrouve donc les locaux commerciaux, entre autres, et donc le fonds de commerce, c'est j'ai une affaire qui tourne, je veux partir en retraite, j'ai d'autres projets, je veux plein de choses, pour plein de raisons, et je veux vendre mon fonds de commerce. C'est-à-dire que je vends mon magasin avec son achalandage, ma clientèle, mon chiffre d'affaires, entre guillemets, parce qu'il faut que le chiffre d'affaires quand même soit bon, et donc je vends quand même mon concept. Après, quelqu'un peut racheter le fonds et le bouger, mais je vends mon commerce. Un droit au bail, c'est je vends la possibilité à quelqu'un de reprendre le bail tel qu'il est, sans que le propriétaire puisse augmenter le loyer, sans qu'il y ait d'autres choses. Donc, je reprends le bail. Donc, on est sur deux typologies complètement différentes qui peuvent des fois se retrouver parce qu'on n'arrive pas toujours à vendre un fonds de commerce. On va dire qu'il y a des secteurs qui sont un peu plus en difficulté depuis ces dernières années, comme le prêt-à-porter ou autre. Donc, on peut imaginer que quelqu'un qui me dit « je veux vendre mon fonds de commerce », je vais lui dire peut-être qu'on va essayer de vendre le droit au bail parce qu'on va pouvoir toucher plus de différents secteurs de métiers et donc répondre à plus de demandes. Voilà. Ce que moi j'avais un petit peu en tête à mes débuts quand je tentais de m'expliquer déjà à moi-même cette distinction, c'était effectivement ça. Un fonds de commerce, on vend une clientèle, je vends un chiffre d'affaires, finalement je vends quelque chose qui est censé me rapporter. Un droit au bail, c'est de dire le local est vide, il n'est plus exploité, et finalement on est 10 prétendants et que le propriétaire, pour finalement sélectionner quelqu'un, va se dire attendez, gratuitement vous vous battez pour l'avoir, du coup je vais vous faire payer quelque chose. Alors là c'est du droit d'entrée dont tu parles. Ouais. Droit d'entrée, c'est quand le propriétaire est local vide. Le droit au bail, c'est le locataire qui est en place, qui veut partir, qui vend son droit au bail. Tout à fait. Ça. Et le droit d'entrée, c'est le propriétaire qui a récupéré les locaux vides. Et voilà. Ça se justifie ou pas? Oui. Voilà, on est. Mais ce que je trouve, c'est que finalement, au fil du temps, le locataire a compris que ça avait une valeur, et il a compris que tant qu'il paye son loyer, on lui enlevait pas son droit au bail. Non. Donc effectivement, c'était un peu le jeu des propriétaires au départ. À risque de dire peut-être une bêtise, dans mes vieux souvenirs de mes premières conversations professionnelles à l'époque, je pense que c'est certainement Paris qui est à l'origine de ça, certainement un peu les Champs-Élysées où les grandes marques se battaient un peu dessus et puis ils se sont dit tiens, finalement on a... Plus offrant quoi. Voilà, au plus offrant, tiens, tu veux t'installer là, tu vas payer 100 000, 200 000, 1 million, etc. etc. Et c'est vrai que ce concept-là, des fois certains clients ont un petit peu du mal à comprendre en disant mais attendez, vous me demandez déjà un loyer, pourquoi j'irais payer 50, 100 ou 150 000 euros? Mon brave monsieur, c'est qu'en fait on a 72 candidats pour le même local et il y a cette espèce de valeur qui s'est un petit peu créée. Bon, après on en pense qu'on veut, mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose que vous avez payé à un moment donné, et il est vrai que le jour où vous souhaitez, comme tu le disais, partir ou céder, vous n'avez pas forcément envie de vous asseoir sur cette somme. Oui, oui. On peut aussi dire qu'il y a certaines marques qui vont se dire tiens, j'ai vraiment envie dans ma cartographie de franchisé par exemple, cet emplacement c'est ce que je veux absolument. Il va acheter un magasin de pêche et puis finalement il va aller mettre un club de pilates ou voilà exactement quelque chose dans l'esprit. Donc effectivement l'activité est plus tellement ce qui va être recherché, mais ça va être, j'imagine, comme dans l'emplacement top. Est-ce que justement le droit au bail, alors est-ce que ça se renouvelle? Comment on fait pour protéger un petit peu cette acquisition? Est-ce que c'est bien bordé? Est-ce que c'est justement quand tu découvres un projet, j'imagine que la lecture du bail c'est quelque chose, c'est instantané. Voilà, quand on arrive à bien les récupérer, parce que des fois c'est un peu complexe, mais ça fait partie des choses où j'imagine pas travailler un local sans avoir le bail en cours, quoi. Ou, voilà. Alors dans les baux, la cession de fonds de commerce, le propriétaire ne peut pas s'y opposer. C'est légal. La cession de droit au bail, il a le droit de s'y opposer, de dire non, je ne veux pas que vous cédiez. S'il s'y oppose, il faut qu'il explique pourquoi et qu'il y ait des raisons, c'est un échange. Si la cession de droit au bail se fait, par contre, le locataire est pendant 2 ou 3 ans solidaire des loyers de celui qui reprend. Donc, il y a quand même un risque pour le locataire qui vend son droit au bail. Il y en a qui essayent de le faire sauter, mais c'est du droit commun. Donc, même si, on va dire, ils ne le mettent pas dans la cession, ce que tous les notaires et avocats mettront, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison, c'est du droit commun, ils sont quand même un petit peu... voilà, il y a quand même... Derrière, il faut trouver le bon locataire. Donc, si normalement, ils ont fait bien le travail et que tout ça s'est bordé, le propriétaire n'a pas de raison de s'y opposer. Mais je comprends que le propriétaire s'est dit, moi, je signe un bail commercial 3, 6, 9 ans.
avec quelqu'un qui est pérenne, voilà, j'ai confiance, il y a eu un bon feeling, tout s'est bien passé. Et puis finalement, au bout de 3 ans, il me dit je pars, je le vends à quelqu'un, et puis moi, je suis plus aussi certain, de la qualité du nouveau locataire. Donc c'est vrai que là, c'est beaucoup de pédagogie, c'est aussi à nous de bien vendre le concept de celui qui reprend, et puis d'échanger avec les propriétaires là-dessus. Aujourd'hui, la tendance, donc tu disais, on est peut-être ce droit au bail peut-être prend une proportion un peu plus importante. Est-ce que c'est Alors, a pris beaucoup. On va dire qu'après Covid et tout ce qu'il y a eu, ce que ça a engendré, les fermetures de magasins, certains centres-villes qui souffrent. Alors, on est encore dans des régions, on va dire, qui ne souffrent pas trop centre-ville, même si, comme tout le monde, il y a un peu moins de trafic, un peu moins, et autres. Mais il y a des régions, ça a beaucoup souffert, et il y a des centres-villes qui se vident. Ce droit au bail ne paraît plus justifié, en fait. Même si on comprend que le locataire a fait des travaux, s'il a tout refait à neuf, mis une clim, une porte automatique, tout mis accès personnes handicapées, parce qu'il voulait recevoir le public et autres, on peut comprendre que ça, c'est une valeur. Sur certains, la valeur, elle est quand même des fois compliquée à expliquer. À justifier. Donc, c'est à nous aussi d'être pédagogues avec le locataire en place qui veut partir. Oui, tu as payé 200 000 il y a 5-10 ans, mais aujourd'hui, ça n'a plus cette valeur parce que les loyers augmentent, parce qu'il y a une indexation de 3 ou 4% tous les ans sur les loyers, parce que la taxe foncière a augmenté. Et tout ça, il faut vraiment être pédagogue et leur expliquer qu'on lisse les loyers sur tant d'années, qu'il faut être... De facto, il faut que tout le monde soit rentable, quoi. Et peut-être que le droit au bail aussi, moi, j'ai l'impression que les plus jeunes entrepreneurs se disent, moi, j'ai eu le cas j'ai vu ça sur quelques boutiques où les fonds étaient quand même assez costauds, assez importants. Alors certes, les chiffres d'affaires étaient conséquents, mais est-ce que on irait racheter, s'endetter, 300, 400, 500 000 euros, c'est quand même des sommes importantes. On pourrait dire, tiens, je vais partir de zéro, j'ai pas de dette. Et ça, je pense que ça pose un petit souci. Et je pense que dans les années 50, 60, 70, 80, le mot clientèle avait un peu de sens. Il y avait, je pense, il y avait pas Internet, il y avait pas autant de concurrents. Et finalement, la clientèle, elle avait une vraie valeur. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une volatilité aussi de cette appellation. Et quelque part, c'est un petit peu plus touchy de vraiment... vendre son fonds. À part si on a vraiment un concept unique qui fait qu'on a créé. Mais souvent, le fonds est comme lié à l'homme en place. On va dire l'homme ou la femme en place. Bien sûr. Et que ça... Ou un contrat. Oui. Demain, tu me dis, tiens, j'ai l'exclusivité de telle marque. Je suis un distributeur de machin. Ça, pour moi, ça c'est une vraie valeur. Pour moi, ça, c'est une vraie valeur parce que je vais assurer... pour moi, le mot fonds de commerce, ça a du sens. Comme tu disais tout à l'heure, on vend le fonds de commerce McDo, on est tranquille d'avoir du chiffre. Et bien sûr, je pense que McDonald's... Par contre, tu vends le fonds de commerce d'un restaurateur indépendant qui est souvent lié peut-être au cuisinier en place, à la personne qui est en salle, parce qu'il y a l'humain, on vend pas le fonds, il y a l'homme aussi en place. Ou du top emplacement. Ou top emplacement, et là, on est sur d'autres... Mais finalement, ça rejoint un petit peu cette espèce de droit au bail déguisé. Oui, c'est ça. On est toujours c'est toujours un peu à la limite, mais nous, on se doit de border ça parce que ça fait partie des règles communes dans l'immobilier commercial. Top. Donc, je pense qu'on a compris, cette distinction droit au bail, fonds de commerce. Chers auditeurs, je pense que vous avez fait cette distinction. Un droit au bail, vous achetez finalement l'accès à un local. Le fonds de commerce, vous êtes censé racheter une clientèle, une activité et quelque chose qui est censé tourner et vous rapporter un peu d'argent dès la reprise de cette activité. Dans un instant, après notre petite coupure musicale, on va s'atteler un petit peu à tout ce qu'on appelle les entrepôts, la logistique, les ERP, les plateaux, le tertiaire. On va un peu dégrossir ça parce que là aussi, il y a quelques... on va essayer de mettre un petit peu mettre les bonnes définitions en face des bons termes et on compte sur toi, Rachel, pour nous aiguiller. Restez à l'antenne, on se retrouve dans 2-3 minutes. À tout de suite. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour en direct depuis les studios de Radio Grand Lac, toujours sur le 92.1 FM et bientôt sur le DAB. On s'impatiente de passer sur ce fameux DAB que Jean-Pierre et Sandra nous promettent, mais je sais que ils font tout en back-office pour nous amener cette qualité de fréquence tant attendue. Donc à suivre, on vous informera bien sûr de cette belle évolution. Quant à nous, les murmures du lac, cette deuxième partie, toujours avec Rachel Beaugendre, donc spécialiste de l'immobilier professionnel, immobilier d'entreprise, Savoie, Isère également bien sûr. Merci encore Rachel de ta présence. Donc on a un petit peu essayé de dégrossir cette histoire de droit au bail, fonds de commerce qui des fois est toujours pas forcément un petit peu simple. Et
on va tout de suite enchaîner dans la continuité pour comprendre un petit peu cette typologie, parce que on peut des fois un petit peu tout mélanger. C'est vrai que les mots se ressemblent un petit peu. Alors, essaie de nous faire un petit peu toute cette catégorie de produits qu'on peut trouver. Je te lance sur l'entrepôt, mais voilà, c'est quoi un entrepôt finalement? Alors nous, c'est vrai qu'on parle de 3 typologies: locaux commerciaux, bureaux et locaux d'activité. Dans locaux commerciaux, tout ce qui est pied d'immeuble, où tu reçois des clients, commerce de détail, dentiste en pied d'immeuble, clinique dentaire en pied d'immeuble, c'est presque du commerce, parce qu'on est en pied d'immeuble. Voilà. Pied d'immeuble, comme son nom l'indique, c'est tous les commerces qu'on peut avoir. Vous le baladez dans le centre d'Aix-les-Bains, dans le centre de Chambé, voilà, c'est toutes les boutiques que Fleuriste, vous avez. intérimaire, une agence intérim, une agence immobilière, c'est du local commercial. Après, vous avez les locaux d'activité. Donc là, ça ressemble vraiment tous les locaux liés à une activité industrielle ou artisanale. Donc ça va de l'artisan, le menuisier, le charpentier, à l'industriel qui fabrique, je sais pas, on va prendre Poma, Rossignol, voilà, des gros industriels avec des usines de fabrication dans la région. Dassault Aviation. Exam, ici. Voilà, vraiment des gros pôles logistiques et entrepôts. Donc là, ça répond vraiment à une typologie artisanale et industrielle. Et vous avez la 3e catégorie bureau, où on est vraiment plateau de bureau pour tout ce qui va être tertiaire. Et là, on pourrait mettre les professions libérales qui n'ont pas besoin de recevoir du public qui rentre comme ça, mais sur rendez-vous. Donc tout ce qui va être kiné, médecin, et tout ce qui va être activité tertiaire, siège social, bureau de... je sais même pas, bureau de n'importe quelle entreprise d'informatique ou autre. Voilà, on est vraiment sur 3 typologies différentes d'activités. C'est vrai que les bureaux, effectivement, ça va être un petit peu tout. Ça peut être les sièges sociaux de grosses structures, des boîtes effectivement d'informatique, des cabinets d'architecture, etc., etc. Ouais. Voilà, il y a. Ce qui est intéressant, c'est en plus on le sait d'une certaine manière que toutes ces, par exemple pour les activités entrepôts logistiques, finalement, ça va être aussi généralement rassemblé sur des zones géographiques bien spécifiques. Donc j'imagine que tu connais un peu toutes les. Oui, donc on a des zones artisanales et industrielles. Voilà. Et on a des PLUI aussi dans chaque ville qui déterminent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pourriez pas mettre un artisan en centre-ville. Et dans certaines zones artisanales industrielles, il y a par exemple des activités de loisirs ou de sport qui voudraient s'implanter. Ils n'auraient pas le droit parce qu'ils sont activités de service ou commerce. Et on est dans des zones artisanales et industrielles. Donc c'est vraiment des différences à faire sur ces activités-là, parce qu'on peut pas mettre qui on veut n'importe où. À Grenoble, quand j'officiais, j'avais beaucoup de salles de sport qui cherchaient à ouvrir et qui me disaient si, je peux aller là. Non, sur cette rue-là, tu n'as pas le droit d'être là parce que c'est du concessionnaire automobile et de l'artisanal et uniquement ça. Voilà, c'est vraiment des... En allant plus loin, on mettra pas idée d'aller mettre une maison en plein Champ Nord, par exemple. Voilà. Ici, il y a peu de chances que quelque part c'est du bon sens. Et les bureaux un petit peu aussi. Souvent, on voit en périphérie des villes des bâtiments assez conséquents, ces bâtiments un petit peu feutrés. On a aussi tout l'exemple du Bourget du Lac où vous avez une concentration, vous avez les écoles, des bureaux, mais c'est vrai qu'on n'aurait pas idée d'aller mettre une concession automobile en plein milieu. Ça n'a pas tellement de sens. Et c'est pour ça que la plupart des PLUI sont quand même fait, voilà, il y a des enquêtes publiques, voilà, c'est des échanges longs, c'est plutôt fait, c'est avec une certaine cohérence. Dans certains centres-villes, on va dire que des fois, c'est un petit peu très opus, c'est-à-dire que d'une rue à l'autre, il y a une rue, on peut mettre une mutuelle ou une agence immobilière, puis la rue d'à côté, on n'a pas le droit, dans l'angle de la rue, voilà. Donc c'est vrai qu'il faut que nous, à chaque local qu'on va prendre en mandat, il faut qu'on vérifie quelle activité est possible sur le local pour pas se tromper, voilà, pour nos futurs preneurs, quoi. Est-ce que ça, dans l'immobilier professionnel, voilà, c'est j'imagine un gros pavé, c'est une grosse partie? C'est une grosse pavé et une grosse partie parce qu'en fait, chaque ville ou chaque département a ses PLUI qui sont pas tous faits de la même façon. Alors, les typologies, les UE1, les zones, voilà, qu'on connaît. Mais il faut quand même aller lire à chaque emplacement, chaque parcelle, ce qui a le droit, parce que des fois, on peut avoir le droit du commerce, mais avec une unité commerciale que de 400 mètres carrés. Voilà, il y a des choses qui sont vraiment spécifiques à chaque emplacement et il faudrait pas arriver à avoir vendu un local, parce qu'on fait pas que de la location, on fait aussi de la vente. Il faudrait pas avoir vendu un local et puis qu'au final le preneur ne puisse pas avoir son activité en place, quoi. Et puis quelque chose aussi que moi j'avais observé, c'est que le mécanisme par rapport à de l'habitation, voilà, l'habitation, un propriétaire va nous confier un bien à sa maison en vente ou son appartement, on va avoir en fichier des clients ou on va le diffuser. Et ça, qu'en professionnel, en t'observant finalement, c'est je pense ça qui donne aussi une certaine légitimité, une certaine expertise, c'est que tu vas toi te dire tiens, telle marque, telle franchise ou tel investisseur ou tel preneur
m'a dit, mon cahier des charges, c'est ça. Et finalement, tu vas une grosse partie de tes journées, tu vas être en recherche de locaux pour un acheteur. Et ça, je trouvais ça vachement intéressant. J'imagine que c'est quelque chose d'assez, assez sympa, assez comment dire, dynamique comme chose, parce que justement, t'as ce cahier des charges à respecter en fonction de ce que tu viens de dire. Telle activité va être autorisée ou telle rue. Par exemple, tiens, j'adorerais être là. Mon brave monsieur, vous serez pas là, en fait. Vous serez là-bas. Oui, puis en plus, si on rajoute que selon les immeubles, le règlement de copropriété pourrait interdire ou pas telle ou telle activité. Donc c'est vrai que c'est ce terrain de jeu-là. Souvent les métiers de bouche en plus. Voilà, souvent ou les discothèques, les bars, restaurants, voilà. Alors ils appellent ça nuisance, bruit, et voilà, donc tout ce qui va être... souvent les restaurants sont interdits en pied d'immeuble, sauf existants, mais il n'y a pas d'extraction possible, donc de toute façon on ne peut pas les mettre, et les copropriétés se battent aussi pour pas... Alors ils veulent tous avoir un resto pas loin, parce que ça intéresse tout le monde, mais quand c'est au pied d'immeuble, ça embête un peu toute la copro. Voilà, donc tous ces sujets-là sont vraiment abordés, et nous c'est vrai qu'aujourd'hui quand on récupère un mandat d'un local commercial, moi, j'ai un fichier enseigne assez important du nombre d'années de développement et puis de ce que j'ai fait avant chez Arthur Lloyd. Et donc, c'est vrai qu'on connaît le cahier des charges et on va aller les appeler, leur proposer, même si on n'a pas la demande de départ, on va proposer. Et même si instinctivement, ils cherchent pas forcément dans la ville où on va quand même proposer parce qu'on sait que on répond à tant d'habitants dans tel rayon, voilà, et que la surface correspond et que ça peut, amener quand même quelque chose. Ça, c'était marrant aussi, ce que je t'entends souvent, parler un petit peu de ces sujets où finalement les marques, ils cochent 10 000 passages piétons, 10 000 passages bagnoles, tant d'habitants. Et finalement, ils se disent, tiens, cette enseigne-là, là-bas, elle va être à l'équilibre, où on fera nos 10 ou 15% de marge. Donc finalement, tiens, ok, je m'attendais peut-être pas à avoir une boutique de ça à Aix-les-Bains, mais finalement, tiens, à Aix. Oui, ça peut correspondre. Et des fois, il faut être aussi un peu pédagogue. Les enseignes sont quand même, la plupart des sièges sociaux sont à Paris. Les gens connaissent pas toutes les régions. Et c'est vrai que des fois, comme nous, ils utilisent Google Maps ou d'autres outils de cartes et de data. Et le problème, c'est que des fois, d'une rue à l'autre, ils vont dire non, on veut pas être dans cette rue-là, alors que nous, on le sait parce que on est sur le terrain, que finalement, si, ça draine du monde et qu'il y aura une vie de quartier, que ça peut vraiment répondre à leurs besoins. Et donc là, c'est à nous de les faire déplacer pour leur montrer. C'est un vrai échange, quoi, qui est plutôt intéressant. Alors, c'est une question, mais c'est pas une question piège, mais je sais pas, ça me vient à l'esprit. Est-ce qu'un franchisé, il est propriétaire de son fonds ou... Oui. Alors, quand on est en mode franchise, après, il y a des contrats de coopérative, il y a des contrats de licence de marque, il y a des contrats de location-gérance. Location-gérance, non. Mais ils doivent le racheter. Souvent, ils le rachètent au bout de 2-3 ans. Non, le franchisé est propriétaire de son. Donc, il peut avoir bossé son truc 10 ans et se dire, ok, c'est bon, j'ai fait le tour sur cette activité, je vais faire autre chose, mais ça me fait chier de pas en retirer quelque chose. Il pourrait le céder, si c'est bien bordé au départ. Alors, il peut vendre son fonds. Il faut quand même que l'enseigne valide le futur franchisé. Okay. Parce qu'il s'imagine que non, voilà. Et que ce contrat de franchise soit sûr d'être renouvelé. Parce que souvent, les contrats font 5-7 ans. Alors, 5 à 7 ans, souvent c'est 7 ans parce que c'est la durée de prêt en professionnel. Donc, une fois que ça amortit, ils se disent, au moins, on va jusqu'à là. Et on peut relancer, mais il faut quand même que l'enseigne valide le futur franchisé. Et des fois, ça peut être... Ils n'ont pas forcément envie que leur franchisé parte, parfois. Mais bon, normalement, la plupart jouent le jeu. Il n'y a pas de sujet. L'important, c'est que finalement, la marque perdure. Oui. Et que, voilà. Et voilà. Non, mais c'est sûr que, comme je te disais tout à l'heure, l'emplacement est primordial. L'homme ou la femme dans le magasin est primordial aussi, selon le type d'enseigne. Et donc, si on change le franchisé, on sait aussi qu'on perd toujours. Ou des fois, on remonte selon... parce que des fois, il y en a qui s'essoufflent au bout d'un certain nombre d'années, qu'il est important d'avoir du renouveau. Alors, ça permet un petit peu d'enchaîner sur une question qui, je pense, va intéresser nos auditeurs. C'est comment bien valoriser la revente de son activité. Si vous nous écoutez, vous dites, oui, effectivement, je sais pas, voilà, j'ai 60 ans, ça fait 30 ans que j'ai ce restaurant ou cette activité ou je suis cordonnier ou je suis coiffeur ou peu importe. Je voudrais céder. Comment quelles sont les questions qui doivent se poser et quel est un petit peu le chemin de cette vente? Alors déjà, est-ce que je génère un chiffre d'affaires qui fait que je peux prétendre vendre mon fonds de commerce? Est-ce que le résultat net va intéresser des personnes et va être valorisé? Parce qu'en fait, le porteur de projet qui va présenter ça à la banque, quand les résultats sont bons, l'obtention des prêts est quand même beaucoup plus facile pour acheter le fonds. Après, est-ce que mon emplacement est premium ou pas? Mais s'il n'est pas premium, je suis prêt à entendre qu'il vaut un peu moins cher que d'être au centre-ville de Aix ou dans la zone de Grésy. Voilà, ça l'entendre. La surface réelle, on a parfois, on pense qu'on a 120 mètres carrés, puis finalement, il n'y a que 60 de surface de vente. Et c'est pas tout à fait pareil de travailler sur 60 ou 120. Le type de commerce et les prestations possibles à l'intérieur du commerce. Ça revient au règlement de copropriété et au PLUI. Et après, l'état du local. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de locaux, par exemple, qui ne sont pas climatisés. Des gens qui étaient là depuis très longtemps, mais ça va, on supporte. Les températures qu'on commence à avoir les étés, ça devient quand même pas possible de ne pas avoir un local climatisé.
et l'accessibilité personnes à mobilité réduite. Souvent, les gens n'ont pas respecté le calendrier ADAPT qui était dédié, qui devait donner l'accessibilité, ou des fois compliqué à faire. Mais des fois, on a le droit à des dérogations, mais même ça, les personnes n'ont pas fait le calendrier. Donc, ça veut dire que le futur va être obligé de faire la demande à la mairie, à autres. Et donc, voilà. Toutes ces petites choses qu'il faut toujours valoriser, se dire qu'est-ce que je pourrais faire pour valoriser mon local et le vendre au mieux. Parce que forcément, il n'y a pas que le vôtre qui est en vente et qu'il y en aura peut-être à côté qui vont, être un peu mieux valorisés, mieux estimés. En meilleur état. Voilà. Donc, toujours être très vigilant, voilà. Alors, c'est un peu comme dans le résidentiel, hein, tout le monde a des pépites, on est d'accord. Mais il faut aussi, nous, c'est notre pédagogie de leur expliquer, attention, là, le local, il y a des marches à l'intérieur. Les enseignes ne le prendront pas. Parce qu'une marche, c'est pas d'accessibilité. S'il faut que je fasse une rampe de 90%, je perds 40 mètres carrés dans mon local. C'est des choses toutes bêtes, mais aujourd'hui, des gens qui sont là depuis 30 ans l'entendent pas forcément. Et forcément, ils vont penser à juste titre d'une certaine manière qu'ils ont fait 100 et pourquoi aujourd'hui ça poserait effectivement peut-être un problème. Mais voilà. Souvent, dans les fonds de commerce, ce que je dis aussi, il faut regarder ce que ça vous a rapporté pendant 30 ans. Et pas vous. Je peux comprendre qu'on veuille partir avec quelque chose, mais des fois, il faut aussi regarder ce que ça nous a rapporté pendant 30 ans. Et si on arrive à le valoriser et partir avec quelque chose correct, c'est bien, mais il ne faut pas non plus être en surenchère. Est-ce que c'est une légende? Parce que j'ai ça aussi à l'esprit. C'est ce principe de pourcentage. J'ai un restaurant, c'est 100% du chiffre ou 120% du chiffre. Est-ce que ça, t'as dû en entendre parler? Alors, il y a des barèmes qui existent, des ratios. Donc, on a. Ils sont encore valables aujourd'hui? Nous, on ne travaille pas forcément avec le chiffre d'affaires, on va travailler avec l'EBE, comme on dit, l'excédent brut d'exploitation. Et il y a des ratios commerce de détail, ça va être x6. Et c'est la valeur du fonds. Voilà. Je traduis, ça veut dire que finalement, si vous avez un chiffre d'affaires, je sais pas moi, de 500 000, mais que vous faites moins 10 000 de résultats, voilà, vous perdez de l'argent, en fait, votre chiffre, on s'en fiche un petit peu. Voilà, c'est ça. Et on pourrait dire, ça vaut que 60 en fonds, alors que non, c'est 500 000, c'est peut-être qu'il y a trop de masse salariale, c'est peut-être qu'il y a eu des frais mal gérés. Donc ça s'épluche. Normalement, l'expert comptable doit accompagner aussi sur une valeur de fonds. Ça, j'entends souvent. Tout à fait. Sur notre expertise, de dire. Voilà, on peut valoriser ça. Peut-être que vous avez pris beaucoup de salaire aussi. Des fois, il y en a, voilà, tout le monde. Voilà, ça s'épluche en fait un bilan. On peut pas sortir juste un chiffre d'affaires, un EBE, se dire c'est ça. Et est-ce que plus les années passent, plus c'est facile d'obtenir ces documents ou finalement, c'est toujours aussi Alors, il y en a, moi je le sais, qu'ils les donnent assez volontiers, d'autres qui sont toujours un petit peu frileux. Alors, on est en France, parler d'argent, c'est toujours un peu tabou. Alors, ça dépend. Ce matin, j'ai récupéré un mandat où la personne m'a tout envoyé dans l'heure. Et puis, il y en a, il me dit, ils n'ont pas besoin de mes bilans. C'est eux qui vont créer leur entreprise derrière. La banque, c'est eux qui doivent se vendre à la banque pour avoir leur prêt. Donc là, on passe plutôt dans un retobail, clairement. Voilà. Et là, je lui dis, on vend plus votre fonds alors. Et donc, on est plus, ah oui, mais il est bien fait, il y a tout en place. Non. Donc voilà, c'est toujours cette pédagogie, cette limite à expliquer. On peut pas avoir les avantages de chaque produit, entre guillemets. C'est ça. Est-ce que aujourd'hui, ce fonds de commerce, est-ce qu'il y a des activités, comment dirais-je, des choses des fois originales où tu te dis tiens, vous êtes tellement dans une niche que ça va être difficile des fois de retrouver quelqu'un, un repreneur. Par exemple, je sais pas, une activité qui sera, on prend un coiffeur. Bon, je pense que ça c'est des choses entre guillemets classiques. Une agence immobilière par exemple. Bon, il y a des quotas qui sont très clairs. Ça c'est assez simple. Mais quelque chose, je sais pas moi, qui ferait une activité un petit peu originale. On a vu fleurir pas mal ça après le Covid parce qu'il y a plein de gens qui sont réveillés, qui voulaient plus aller travailler et qui se sont dit on va se lancer en entrepreneur. Il y a eu beaucoup les cafés magasins, donc café librairie. J'aime bien ça. Café je vends mes sneakers, café je vends du prêt-à-porter puis j'ai le café au milieu. Au final, il y en a peu qui ont tenu quand même le temps et je pense pas qu'ils aient revendu le fonds de commerce, je pense qu'ils ont fermé, liquidation et autres. Il y a ces concepts un peu niches, mais le client il le comprend pas toujours en fait. Parce qu'il vient acheter un bouquin et qu'il n'a pas forcément envie de boire le café là au milieu de ses livres. Certains adorent, mais ils vont rester 3 heures lire un livre aussi. Donc ils te cannibalisent tes tables. Oui, ça va te faire juste milieu. Complètement. Voilà. Complètement. C'est que si moi je vais dans un café et je vais dévorer un bouquin, je vais boire un café, 2 cafés, on va pas. C'est pas si. Ou alors il faut de la place. Voilà. Mais je veux dire, il y a eu beaucoup de ces concepts-là qui sont ressortis, un petit peu, voilà. On a donc activité. Je pense commerce, on est pas mal. Les bureaux, on en a parlé un petit peu aussi. Alors quelque chose qui est dans cet univers aussi, mais qui nous parlera peut-être plus au grand public, c'est les murs commerciaux. Donc ça, finalement, ça va être la coquille entre guillemets des commerces.
Parce que finalement, des murs commerciaux, si la personne vend des bureaux, on dira plutôt bureau à vendre. On dira pas tellement des murs commerciaux. Murs commerciaux, c'est plutôt voilà, les murs d'un pied d'immeuble, d'une boutique, etc. Est-ce que ça, alors ça, moi, je suis fan. Je trouve que c'est des valeurs très intéressantes aussi en termes d'investissement parce que, il y aura quelque part, même si effectivement, dans certains centres-villes, en souffrance parce que il y a eu des choix de circulation ou de piétonisation. Voilà, bon, ça c'est très politique tout ça, mais pour l'instant, les exemples proches de nous sont plutôt, malgré tout, donnent un centre-ville un peu en souffrance parce que voilà, quelque part un centre-ville, si on exclut ceux qui habitent au centre-ville, ça, c'était plutôt avant, on allait dans le centre, on avait plaisir à aller dans le centre, à aller etc. Aujourd'hui, on n'a pas plaisir à y aller, mais c'est vrai que les formules sont un petit peu compliquées. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, j'adorerais un tram entre Chambé, Aix, Annecy. Et moi, je trouve que ça résoudrait tous les problèmes parce que finalement, c'est bien beau de plus voir de bagnole, mais comment on fait pour se déplacer? Parce que à part à Paris, je trouve où la voiture est clairement inutile. Je trouve qu'en province, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Alors, ces murs commerciaux, de fait, je trouve, sont quand même malgré tout toujours une valeur assez intéressante parce qu'il y en a pas 50 en fait. Non, il y en a pas beaucoup et c'est vrai qu'on court un peu après parce qu'il y a une vraie valeur. C'est-à-dire que on va calculer les murs commerciaux, donc c'est la vente de la coquille, comme tu dis. Si le local est loué, on peut sortir une valeur des murs avec une rentabilité par rapport au loyer. C'est assez simple. Et là, tout le monde est content, on trouve des investisseurs. Si le local est vide, tu rentres les investisseurs dans le game, alors qu'avant on parlait vraiment d'exploitants, travailleurs. Voilà, travailleurs. Nous, on va toucher les investisseurs avec les murs commerciaux, mais comme sur du local d'activité où l'outil de travail, l'artisan, il serait plutôt content d'acheter ses murs que de payer un crédit aujourd'hui. Voilà. Et pareil sur le porteur projet qui souvent il recherche également les murs. Alors les banques prêtent pas toujours non plus en création, ils attendent un peu. Mais ils cherchent les murs et il y en a peu à vendre. Et ça, c'est vraiment, nous, on est en recherche active tout le temps parce que c'est vraiment une valeur ajoutée pour n'importe qui, pour l'entreprise qui va prendre et pour la valeur du bien. Et puis généralement, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que vous payez 2 000 € de loyer, achetez vos murs, ça vous coûtera à peu près pareil. Et puis, selon certaines villes, ça peut être un peu plus... mais c'est clair qu'aujourd'hui, c'est les gros locaux, nous, on avait été contactés par aussi des entreprises plutôt entrepôts un peu industriels où ils nous disent, voilà, je paye 10 000, 15 000 par mois... ça commence à bien faire entre guillemets. Oui, quand vous commencez à payer 100 000, 200 000 par an, c'est des sommes. Quand on vous dit votre propriétaire est d'accord de vendre, je pense qu'ils sont très vite preneurs. Oui. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et nous, on est à l'écoute de personnes qui seraient prêtes à vendre et de futurs porteurs de projets qui seraient intéressés également. Quels seraient tes tips, tes astuces, tes conseils à donner soit à un vendeur, soit à un acquéreur un peu dans ce monde d'immobilier professionnel? Qu'est-ce que tu en retires comme je dirais comme conseil à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer ou quelqu'un qui souhaite vendre? Alors, souhaiter se lancer, il faut être très vigilant. C'est-à-dire qu'il faut se faire bien accompagner. C'est-à-dire qu'il y a l'agent IMO qui peut être un accompagnateur formidable s'il vous trouve le bon emplacement et qui vraiment peut vous dire... bien lu ces histoires de règlement, de copro. A bien lu et puis lui a bien dit, attention là, il faudra faire une déclaration préalable à la mairie. Voilà, d'être vraiment en accompagnement, pas juste faire la transaction, la location, le bail. Non, en accompagnement. Accompagner aussi dans le business plan, c'est-à-dire trouver l'expert comptable et le comptable qui va faire. Le bon notaire également. C'est-à-dire que c'est vraiment qu'il y a un accompagnement global. Tous ces métiers de service qui sont autour de tous ces locaux et autres, c'est vraiment primordial parce qu'on peut vite se tromper. Et puis le hors-taxe, la TVA, des fois les limites sont floues. Le professionnel, on parle toujours en hors-taxe, alors que la plupart des gens parlent avec la TVA. Donc déjà, on a 20% qui sont des fois perdus, les gens n'ont pas compris. Toutes ces petites choses, il faut vraiment se faire accompagner. Il y a aussi des entreprises qui existent, qui sont en accompagnement les premières années. Vraiment, dans cette chose-là. Et puis pas se lancer, trop vite. Faut vraiment avoir créé son business plan, parce qu'on a beaucoup de gens qui se réveillent le matin, nous appellent, cherchent un local, mais qui n'ont même pas fait l'ébauche d'un business plan. Et aujourd'hui, nous, s'il n'y a pas eu ça, je ne vais pas aller en recherche de local. Il faut vraiment... Ce qui est normal, tu vas pas dépenser une énergie folle pour quelqu'un qui s'est levé ce matin en se disant, tiens, je me verrais bien faire des mojitos derrière le bar. Clairement. Et donc, moi, je veux bien aussi. Tu peux me trouver un petit bar sympa. Moi, j'aime bien faire ça. Mais voilà, c'est l'idée. Je croyais que c'était l'esprit de ça. Aussi. Donc, dans l'idée, c'est ça. C'est de vraiment être dans l'accompagnement et le suivi. C'est pas parce que les gens nous appellent pas qu'ils recherchent toujours pas, en fait. Donc toujours être dans le suivi, les rappeler. Des fois ils ont trouvé, tant mieux pour eux, c'est pas avec nous, mais bon, être vraiment dans l'accompagnement. Pour moi c'est le mot principal. Et pour les vendeurs, j'ai envie de dire les écouter et puis peut-être de leur faire prendre conscience de ce que c'est que de vendre un business aujourd'hui et que quelque part c'est pas forcément à quoi ils s'attendaient. Alors pas forcément que le côté argent, mais que y a des démarches, et même l'affect.
Des fois, on est prêt à vendre son commerce, mais quand les choses s'accélèrent, des fois, il y a des petits pincements au cœur. On veut pas que c'est cette personne-là qui achète alors qu'il n'y a pas de raison. Voilà, il peut y avoir. Donc, être dans l'écoute et puis les accompagner également cette partie-là de transition de vie, quelle qu'elle soit. Écoutez, en tout cas, moi je suis conquis, Rachel. Le jour où je vendrai les agences, je passerai par toi. La radio, on mettra peut-être la radio en vente aussi un jour. On verra si Jean-Pierre, qui nous écoute, est d'accord avec ça. Mais ce serait marrant de vendre une radio. T'as jamais fait ça, je suis sûr. Non, on plaisante, chers auditeurs, auditrices. A priori, on est encore là pour un petit moment. Et écoute, merci beaucoup pour cette belle émission et merci de ta présence et d'être venu dans nos locaux. J'en profite alors pour annoncer. Donc là, on est quoi? On est 17h43 précisément, à 18h en direct, 9 de 1 Partez, votre émission sportive favorite. Et puis, en avant-première, j'ai le plaisir de vous annoncer une nouvelle émission demain à 11h, présentée par Clotilde. L'émission s'appellera Vous Autrement. Et notre première invitée, sa première invitée, n'est d'autre que notre marraine, Catherine Haïtis, a priori, on va la découvrir autrement, donc on a hâte d'écouter ça. Encore merci Rachel pour ta présence. Merci pour l'invitation. Merci à Jean-Pierre pour cette technique. Et puis encore une fois, le premier jour du printemps, on a le sourire, on est content, il fait bon vivre, soyons positifs.